on va voir la structure du cadre, du framework de Command Line Control. Quand on parle de la structure, on parle de l'architecture et on va voir la terminologie. Je vous ai dit, il y a un jargon associé. Ça fait peur au début, c'est comme les femmes. Et puis après, on peut plus s'en passer. Alors, qu'est-ce qu'un cadre de commandement et de contrôle? On va essayer de digérer tous les composants. Vous inquiétez pas, ça peut être intimidant, mais après, vous serez familier. Alors, en fonction des quadriciels, vous aurez des noms qui vont changer. Cependant, différents noms pour expliquer la même chose, je vous rassure. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que notre serveur de command and control, c'est l'élément élémentaire, central. Voyez-le comme un auditeur, un écouteur, un listener Netcat, en beaucoup amélioré et avec plein d'autres capacités que Netcat ne te permet pas. Et l'avantage, c'est que ça va permettre de gérer plusieurs shells inverses, des river shells, à chaque fois que les agents vont être déployés. Alors, je résume, on a un serveur et on a des agents. Des fois, on les appelle agents, des fois, on les appelle balises, beacons. D'accord? Dans Cobalt Strike, ils s'appellent des beacons. D'accord? Dans Covenant, c'est des agents. Dans Empire, c'est des agents. Dans Metasploit, ce sont des agents. D'accord? Mais il faut bien comprendre qu'on parle de la même chose. Donc, en fait, c'est quoi? L'agent, c'est un serveur, mais pour des shells inverses. D'accord? Contrairement à Netcat, presque toutes les quadriciels C2 nécessitent un générateur de charge utile spécial. Vous avez l'exemple de Meterpreter avec MSF Venom quand on parle de Metasploit. D'accord? Généralement, c'est une fonctionnalité qui est intégrée au sein du framework du quadriciel directement. D'accord? Donc Metasploit, je vous disais, c'est aussi un framework C2 avec son propre générateur de charge utile. Vous me voyez tout le temps l'utiliser. MSF Venom. Alors voilà l'architecture. On a des agents, ces agents font les callbacks, ils vont rappeler le serveur de command and control et initialiser la communication. D'accord? Donc les agents sont déployés et ils viennent renvoyer, exfiltrer des informations vers le serveur de command and control. Donc ça, ok, c'est le callback. Mais pour qu'il y ait un callback, il faut déployer. Il faut déployer ces agents. Alors là, on a plusieurs techniques. D'accord? Tu l'as bien compris, je te disais, c'est plus qu'un auditeur Netcat. Netcat ne te permet de quoi? De récupérer qu'un flux. D'accord? Là, tu vas pouvoir en récupérer des flux réseau, plein, des milliers, voire des centaines de milliers en fonction des quadriciels. D'accord? Donc les frameworks, c'est pour ça qu'ils brillent. C'est également pour leur capacité à être modulaire et les fonctionnalités de post-exploitation. Je te redirige vers la vidéo post-exploitation où je t'expliquais tout ça. Ensuite, on va essayer de définir la structure de commandement et de contrôle. Je vous ai parlé du C2. Le C2, c'est notre serveur, c'est architecture. Client-serveur. Les clients, vous avez compris que ce sont les agents. Le serveur, c'est notre C2. D'accord? Donc le C2, c'est l'épine dorsale, le backbone, comme on l'appelle. D'accord? Mais il faut d'abord comprendre qu'un serveur C2, lui-même, en fait, comme je te disais, multiples connexions, donc il va servir de hub pour nos agents. Et puis les agents, ils vont pas rester constamment en contact, sinon ça ferait du bruit sur le réseau. Alors on va pouvoir les programmer pour que à certaines périodes, toutes les 30 minutes, toutes les 30 heures, tous les 30 jours, ils exfiltrent et ils attendent les commandes de l'opérateur. D'accord? C'est mis en fil et dès que l'agent se reconnecte, il récupère les instructions, les commandes du serveur de command and control. Et vous avez bien compris pourquoi on parle de command et de contrôle, puisqu'on peut envoyer des commandes à nos agents et les contrôler à distance. Ils vont faire comme des espions, ils vont travailler sur le terrain, et nous, on va ensuite récupérer les données qui vont être exfiltrées. Donc là, vous avez un diagramme de base d'un C2. Donc, ce qu'il faut comprendre, les balises, les agents, les auditeurs. Les balises, c'est un peu particulier. Je vous ai dit que on parle d'argent, de balises, c'est interchangeable, c'est un petit peu plus précis que ça. Donc, nos charges utiles, nos payloads, nos agents. C'est techniquement un programme qui va être généré par l'infrastructure C2 qui rappelle un auditeur sur un serveur C2. C'est la fonction de callback et la plupart du temps cet agent a des fonctionnalités spéciales par rapport au shell inverse, au river shell standard que tu peux avoir. D'accord? La plupart des C2, ils implémentent ce qu'on appelle des pseudo-commandes, des pseudo-commandes pour faciliter la vie de l'opérateur C2. Quelques exemples.
c'est une pseudo-commande pour télécharger ou téléverser un fichier sur le système. Hein, tu l'as avec Evil WinRM, c'est une pseudo-commande. Tu l'as également avec Metasploit, avec un méterpréteur. Tu peux faire quoi? Tu peux faire download, upload. D'accord? Donc, ça, c'est une pseudo-commande, mais derrière qui fait appel à une fonction qui a été codée en dur. Tu l'as bien compris. Il est important de savoir que les agents peuvent être hautement configurables. On parle de malléable, mail en anglais, donc malléable littéralement, mais on parle de malleable C2. Ça, c'est important, puisqu'après, vous allez apprendre à programmer les C2, d'accord? Et à automatiser même les cyberattaques. Il n'y a plus un pélo qui est derrière son ordinateur, qui est en train de transpirer dans sa capuche, comme dans les films hollywoodiens. C'est un mec qui appuie sur entrée et tout est automatisé, d'accord? Et on va gérer les botnets et on va lancer des cyberattaques de façon automatisée, d'accord? Quand vous serez Red Teamer à un très haut niveau, c'est ce qu'on vous apprendra. C'est ce qu'on appelle l'adversary emulation, l'émulation de menaces. Alors, les agents C2, ils se connectent, t'as bien compris, au serveur C2. Jusque-là, rien de bien compliqué. Il nous faut, pour qu'il y ait le callback, il nous faut un auditeur, un listener. Donc, c'est une application qui est exécutée sur le serveur C2, qui attend un rappel sur un port précis ou un protocole spécifique. Qu'est-ce que je peux utiliser pour mon exfiltration? Du DNS, du HTTP, du HTTPS et la fusion des deux, qu'on appelle le DOH, DNS over HTTPS. La balise, c'est notre beacon. La balise, c'est le processus de rappel d'un agent C2 à notre auditeur qui est exécuté sur un serveur C2. D'accord? La balise permet l'interconnexion, si tu veux, entre les agents, les charges utiles qui sont déployées et le serveur de commande et de contrôle. Alors, on va utiliser des techniques d'offuscation. Vous savez que l'offuscation, c'est une terminologie qui est vaste, qui est utilisée dans de nombreuses disciplines liées au monde de l'informatique, de la cybersécurité. Là, quand on parle d'offuscation, on va essayer de camoufler tout simplement les communications et nos canaux d'exfiltration vers le serveur de command and control. L'un des éléments clés, puisque vous allez avoir des analyses SOC qui vont essayer de vous faire la nique, vous allez avoir des antivirus, des EDR, des pare-feux nouvelle génération. Je vous avais dit 2 types de pare-feux, rappelez-vous, des stateless et des stateful. Allez voir si vous ne savez pas, je vous avais déjà expliqué tout ça, je vais pas revenir là-dessus. Et on va identifier le trafic du command and control. Le but, c'est de comprendre s'il y a exfiltration des données. Tu as bien compris que si le portable d'un cadre à 3 heures du matin commence à exfiltrer 25 gigas d'une base de données sensible de l'entreprise, tu peux supputer que tu es en train de te faire péter, et c'est la dernière étape, c'est la post-exploit, exfiltration des données. Donc il faut réagir. Donc la vitesse à laquelle un périphérique est renvoyé au serveur C2, ça va différer. On peut jouer aussi avec nos canaux de communication et on va essayer de feinter le pare-feu. Puisqu'il observe, qu'est-ce qu'il pourrait voir? Si on se focalise sur du TCP, on a notre métrique, il va voir que pendant une durée de 3 secondes, il y a 125 paquets qui sont envoyés à telle adresse. Après, il y a pour une durée de 2 secondes, 33 paquets envoyés à une autre adresse IP. D'accord? Toujours sur le port 443 en TCP, pendant 3 secondes, il y a à nouveau 55 paquets qui vont être envoyés à une autre adresse, etc., etc. D'accord? Donc, même si vous faites varier, et vous allez le faire, les adresses IP, puisque on va pas joindre notre serveur de command and control avec une unique adresse IP. Tu as bien compris que la partie défensive, elle suffirait qu'elle blacklist l'adresse IP et t'es niqué. Donc on va passer par une multitude, par une cascade de sociétés écran pour blanchir l'argent. Non, mais c'est exactement le même modèle. On va utiliser une cascade de domaines, de noms de domaines, d'accord, pour masquer non pas les circuits financiers, mais nos communications réseau. Mais le modèle par rapport au blanchiment de l'argent est très intéressant, puisqu'on va passer par des proxys et vous savez, dans le blanchiment d'argent, on va passer par des holdings, on va faire du offshoring, on va passer par des chambres de compensation et on peut faire nettement les parallèles, d'accord? Plus tu fais des sauts de puces, plus tu vas diluer le trafic et plus tu multiplies tes adresses IP, plus naturellement ça sera dur de remonter à ta trace. Alors, l'agent il va s'éteindre aussi, on va lui dire écoute, tu vas faire un sleep, d'accord? On peut lui dire sleep 5, il va attendre pendant 5 secondes. Cependant, si tu regardes ce que je te mets sous les yeux, tu vois que au niveau de nos heures, il y a une récurrence. Il y a un modèle, un pattern qui commence à se former. L'agent s'éteint toutes les 5 secondes. D'accord? Toutes les 5 secondes, 10 heures, 5 secondes, 10 heures, 10 secondes, 15 secondes, 20 secondes, 25 secondes. Alors certes, la durée de la session, est plus courte que 5 secondes. Cependant,
l'agent, il s'éteint et il se rallume toutes les 5 secondes. Donc, on a une minuterie de veille de 5 secondes. Donc, ça va être détecté par la partie défensive. Pour feinter et contourner les antivirus, il nous faut introduire de l'aléatoire, du random. Hein. Comment on peut ajouter de l'entropie, entre guillemets? On va utiliser la gig, ce qu'on appelle du jittering. Si vous connaissez le réseau, vous savez ce qu'est le jitter. On va faire très simple. En bande passante, en réseau, vous avez votre upstream, vous avez votre downstream. Vous avez l'upload, le download. Vous avez le téléchargement, le lien descendant et le lien montant, c'est-à-dire téléchargement et lien descendant, téléchargement, pardon. Et vous avez le lag. Ce principe de lag, vous le connaissez tous. On va quoi? On va pinguer. D'accord? Donc le ping, c'est quoi? Eh ben, c'est un temps de réponse moyen. Je vous avais parlé du ping, du TTL, du time to live, etc., etc. On a plein de métriques au niveau du réseau. La gig, en fait, c'est la variation, le delta entre le ping le plus bas et le ping le plus haut. D'accord? Et c'est calculé en millisecondes. D'accord? C'est une variation intrinsèque. Imaginons que maximum, tu as 62 ping, et où tu as 20 minimum, eh ben, tu vas faire un delta entre les deux, tu vas prendre le médian, la valeur médiane entre ces deux-là. Ça sera ta gig. Elle est calculée et généralement, on retrouve ça sur des vieilles connexions. D'accord? Soit des connexions, soit des connexions sans fil, soit de la DSL parce que ça passait par des pertes torsadées en cuivre et donc on avait des pertes. Voilà. Alors on voit que le balisage maintenant est réglé sur un chemin semi-régulier qui va le rendre plus difficile à identifier parmi le trafic régulier des utilisateurs. Ça va via l'aléatoire, via notre jittering, notre jig, faire correspondre à une activité plus proche d'un utilisateur moyen. Et il est également possible de modifier différents paramètres. On a le file jittery, donc c'est le geek de fichier ou l'ajout indésirable de charge utile ou de fichiers transmis pour le faire apparaître plus grande qu'elle l'est. C'est les techniques utilisées par les packers. On va modifier la taille, qui modifie la taille, modifie la signature de notre payload. Alors, on a un exemple en code Python très simple avec random, les librairies. On va faire un random integer. On va jouer sur nos limites, limite min et max. Notre min c'est -30, notre max c'est 30 et on va calculer. Là, si on lui met un slip de 60, on voit que le slip en fait est égal à 60 plus le jittering qui aura été randomisé. Donc voilà, c'est une formule bien plus compliquée mathématiquement parlant. On va faire abstraction des maths et se concentrer sur le pseudocode et sur une formule simple. Donc le type de charge utile. Comme les reverse shell classiques, vous savez qu'on a du bind shell, du reverse shell et on a des stagers et des stageless, d'accord? Alors, on va pas les traduire parce que en français ça veut rien dire, mais on pourrait dire échelonné ou sans scène, mais stage c'est pour préparer. En anglais, ça a plusieurs sens. Là, on parlera de stager et de stageless. Stageless, less en anglais, vous le savez, ça veut dire moins, donc ou sans. Là, en l'occurrence. Donc, on va parler des stageless, les payloads. Quand je parle de payload, je parle de charge utile. Je suis désolé, on utilise des anglicismes encore une fois. Donc, les charges utiles stageless, c'est plus simple, c'est la plus simple des deux. D'accord? L'agent C2 complet, il est livré et ça rappelle le serveur C2, il y a un callback et ça commence immédiatement au niveau de notre beaconing, notre balisage. Là, vous avez un exemple et on voit que c'est très simple. On a tout simplement 2 étapes. Les 2 étapes pour que notre beacon C2 et sa charge utile fonctionnent et communiquent vers le serveur de command and control. 1. La victime télécharge et exécute le dropper. Et 2. Le balisage vers le serveur C2 commence. La communication s'établit. Ensuite, on a les charges utiles intermédiaires. Elles sont plus pertinentes. Et là, c'est à proprement dit ce qu'on appelle un dropper. Le dropper, lui, en fait, il va télécharger des parties supplémentaires de notre agent C2. L'avantage qu'on a, c'est beaucoup plus léger en termes de poids. On va pouvoir offusquer le code pour contourner les programmes antivirus. Et comme c'est une petite portion de code qui n'est pas malicieuse, elle va pouvoir être scannée par les antivirus. Et légitimement, ils vont laisser... Puisque c'est une charge utile qui ne sera pas militarisée, il y a de fortes chances que l'antivirus lui laisse l'accès. Cependant, s'il lui laisse l'accès exécution, il va y avoir des runtime, ça va charger en mémoire et ça va communiquer vers le serveur de command and control le vrai virus. En tout cas, la charge utile militarisée. On va être précis. D'accord? Donc on a 2
bout de code, un qui va venir télécharger le deuxième. Si on doit faire très simple, vous l'avez sous les yeux. Ce diagramme, là, on est en 4 étapes. La victime, elle va télécharger et exécuter le dropper. Le dropper callback vers le serveur C2 en étape 2. Le serveur C2 renvoie notre étape 2 au poste du travail de la victime. Donc ça, c'est l'étape 3. Et étape 4, c'est chargé en mémoire sur le poste de travail de la victime. Et étape 5, le beaconing C2 s'initialise vers la communication du C2, le serveur, cette fois-ci, puisqu'on est sur une architecture client-serveur. Le client, c'est l'agent. Le serveur, tu l'as compris, c'est le C2. Et pour que ça puisse fonctionner, on a du beaconing. Et après, le red teamer ou le TA, le threat actor, l'acteur de menace malicieux, va prendre le contrôle du PC de la victime. Alors maintenant, on va parler du format des charges utiles. Vous connaissez sûrement les PE, les Portable Executable, littéralement des exécutables. Binaire exécutable, c'est pas le seul moyen. En effet, mais là, on va dans de l'offsec de haut niveau, enfin de haut niveau, non, de bas niveau, mais de haut niveau en termes de technique. On a pour habitude de modifier à la fois le header pour faire une forme de packing, pour offusquer notre charge utile, et après, sur le corps, on a ce qu'on appelle des structs. On va essayer d'injecter en fait dans le texte ou essentiellement dans la data, c'est-à-dire dans le bas, si tu vous voulez, au niveau de l'encapsulation de notre fichier quand il est codé en C. On a des techniques en fait pour camoufler tout ça, d'accord. Donc voilà, on va pouvoir jouer sur la table des imports, la table des exports, des ressources, des certificats au niveau de nos répertoires. C'est une partie du fichier qui est utilisé lors de son chargement, et ces structures, un tableau de structure, c'est ce qu'on appelle un struct en C. On va pouvoir utiliser ces techniques pour injecter pour qu'il ait l'air d'un programme légitime, mais malheureusement encapsulé là-dedans, il va y avoir une partie du payload qui va être stocké, qui va être camouflé là-dedans, mais je rentrerai pas dans les détails, même moi ça me dépasse avec mon petit cerveau. Donc on va faire très simple, vu que c'est une vidéo d'introduction, vous l'avez bien compris. Après je vous laisserai apprendre le C, le C++, ça, le C#, commencer par le C#, c'est peut-être plus facile, mais voilà, si on doit parler C#, on a tout simplement les scripts PowerShell, on en a plein. Ils peuvent également contenir du C#, d'accord, qui va être compilé et exécuté avec le command-led add type. Add type, on va s'en servir souvent. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, on va faire le distinguo. Le C# et le C++ sont tous les deux issus du C. Le C# a été développé par Microsoft et ça permet de faire fonctionner le .NET, le .NET. Le .NET. Alors, quels sont les avantages? On va dire qu'il est plus facile à comprendre par rapport au C++. Le C#, cependant, a besoin d'une autre couche d'abstraction. Il est compilé comme le C++, mais il nous faut le framework .NET, d'accord? C'est-à-dire que essentiellement au début ça a fonctionné que sur du Microsoft, vous l'avez compris. Et ensuite on a eu l'interopérabilité, la portabilité du code C#. Maintenant vous pouvez l'utiliser sur du macOS, sur du Linux, c'est plus un problème, d'accord? Ça l'était avant, il y a une dizaine d'années, un peu plus même, d'accord? Maintenant c'est bon, c'est très utilisé. On s'en sert aussi également sur les smartphones et tout ça. Bref, vous pouvez quasiment tout faire en .NET, d'accord? On a un gros quadriciel, un gros framework, et après vous avez des couches qui vont vous permettre de développer des solutions, faire du dev, je vous disais, pour différents types d'applications que vous avez besoin de coder. Cependant, cette fameuse couche d'abstraction, ça va bouffer du cycle CPU. Donc le C#, il est quoi? Il est moins performant que le C++. Le C++, vous le savez, c'est ce qu'il y a quasiment de mieux, avec ensuite l'assembleur, mais là on passe en très bas niveau, parce qu'on va pouvoir directement interagir avec notre matériel, avec le driver. On va pouvoir faire des appels des syscalls au noyau, et du coup le code est beaucoup plus efficace. Cependant, la taille, les binaires en C# sont beaucoup plus petits que les binaires en C++. D'accord? Le C++ utilisé dans vos jeux vidéo. Le C++ utilisé pour construire l'architecture de vos systèmes d'exploitation. Le C++, c'est le noyau de Linux. D'accord? Donc on s'en sert. C'est très utilisé, mais c'est plus dur. Parce que en C++, vous pouvez faire des conneries, et des grosses conneries. Vous pouvez coder du code qui va détruire le matériel. Et je rigole pas.
d'accord? Ça va faire ce qu'on appelle des power virus. On va faire chauffer le matériel hors limite, hein, hors des spécifications du constructeur, et vous pouvez détruire des cartes graphiques, vous pouvez détruire des CPU, vous pouvez détruire de la RAM. Alors, généralement, il y a des garde-fous, d'accord? Mais de par sa nature, le C++ vous mettra des contraintes, d'accord? Quand vous allez compiler, le compilateur va vous dire: hey Coco, fais gaffe là, ta fonction, elle est complètement pétée. T'es sûr que tu veux compiler? Alors que vous aurez plus de liberté sur du C++. Le C++, la gestion mémoire est problématique. Il faut avoir de très bonnes pratiques en dev, et c'est pour ça que c'est beaucoup plus compliqué à maîtriser le C++ que le C#, d'accord? Le C# vous guidera, d'accord? Et il y a une gestion mémoire, il y a un garbage collector et tout ça. Bref, en C++, mauvaise allocation mémoire, crash du programme. Mauvaise allocation mémoire, hacker va venir utiliser ton programme pour faire une escalade de privilèges, pour accéder au noyau, pour faire un buffer overflow, dépassement de mémoire tampon, d'accord? Sur le tas ou sur la pile, d'accord? Donc, très dangereux. Le C++, pas pour tout le monde, d'accord? Et puis, mauvaise gestion de mémoire, c'est ce qu'on rencontre dans la plupart des programmes qui sont mal codés. Fuite de mémoire, memory leak, hein? Fuite de mémoire, je te donne un exemple, toujours dans tes jeux vidéo, à un moment, tu vas jouer 1 heure. Et au bout d'1 heure, il y a quoi? Eh ben, ça va swapper. Ta machine, elle va swapper. Tu vas aller dans ton gestionnaire de tâches et t'étais à 60 images par seconde et t'arrives à 10-15 images par seconde. Le jeu, il ralentit. Tu comprends pas pourquoi. Et là, dans le gestionnaire de tâches, tu vois que la mémoire, le processus, hein, les threads et les handles qui gèrent ton code, qui exécute ton jeu vidéo, eh ben, en fait, il bouffe de la RAM. Tu vas être à, je sais pas, 16, 18 gigas de RAM, hein, alors que t'as que 16 gigas ou t'as même que 8 gigas. T'as bien compris que la machine, elle va être au ralenti. Ça, c'est une fuite de mémoire. Une fuite de mémoire, c'est un défaut, hein, de conception ou un bug dans l'allocation de la mémoire, ce qui fait que, bah, le programme va pas arrêter de consommer. Et le seul moyen d'arrêter ça, c'est de shooter le programme, hein, de le kill. Donc, c'est très compliqué. Hein, donc je vous conseille toujours de commencer par le C# pour ensuite passer à du C++. Si vous êtes vraiment un fou, passez sur du C++ tout de suite. Hein, mais ça va être beaucoup plus dur, d'accord? Beaucoup plus dur, beaucoup plus long. Hein, et un bon codeur en C++, c'est des années et des années de travail. Je rigole pas, d'accord? Ensuite, on a les HTA. Je vous en avais parlé. Les HTA, très utilisés, on peut les militariser. Je vous avais montré, je vous redirige vers mes vidéos weaponization que je vous mettrai dans la description, et je vous montrerai comment générer différents types de payloads via notre serveur de command and control et notre framework que vous connaissez tous, Metasploit, d'accord? Pourquoi tout le monde le connaît? Parce que si tu as regardé Mr. Robot, dans Mr. Robot, il utilise constamment MSF Venom et Metasploit pour générer. Donc, on va le voir par la suite. Du JavaScript, il n'y a pas de secret. JavaScript, tu peux faire tout et n'importe quoi. Hein, c'est un langage que je trouve compliqué parce que ça part dans tous les sens. On retrouve certaines notions qu'on a en Java, mais pas que. Hein, quelques notions aussi un peu en C. C'est un méli-mélo, hein, le JavaScript. C'est un peu particulier comme langage de programmation, mais très puissant. Hein, vous savez que ça fait fonctionner quasiment tous vos sites internet. Et malheureusement, ça peut être militarisé. Hein, qui peut militariser le JavaScript peut commencer à s'attaquer à votre navigateur web qui a des couches de sandboxing, hein, pour empêcher que justement il y ait des virus qui s'attaquent, mais ça peut quand même être comme le HTML5, mais en mieux. Le JavaScript peut exécuter du code littéralement dans votre navigateur, d'accord? Donc qui peut exécuter du code dans votre navigateur peut militariser ce code et voler vos mots de passe, vous géolocaliser, ou le plus connu, c'est quoi? C'est faire un miner de Bitcoin, typiquement qui va tourner dans votre navigateur, d'accord? Qui va utiliser vos cycles CPU pour miner, et puis c'est pas vous qui allez voir l'argent. Par contre, vous allez voir la facture d'électricité à la fin du mois. Les applications visuelles basiques, vieux comme le monde, hein, ça a quoi, 20 ans, 30 ans, ça doit être aussi vieux que moi, au moins, je pense. Et les scripts batch, hein, ça c'est les classiques, c'est les premiers langages de programmation Virtual Basic, c'est vieux comme Windows, hein, et c'est encore utilisé pour certains types de trucs. Et Microsoft Office, naturellement, hein, on l'a vu depuis, je sais pas,
une dizaine d'années, on va dire, toutes les menaces persistantes avancées utilisent des techniques d'offuscation, des macros. Hein. Pareil, les macros dans Excel, qu'est-ce que te permet de faire les macros? Les macros, ça te permet d'exécuter du code dans Excel. Pas bon. Hein, parce que autant tu peux faire des super tableaux croisés dynamiques, autant on peut pouvoir pirater ton ordinateur. Dès que je peux exécuter du code, vous savez que les pirates utiliseront justement les possibilités d'exécuter du code pour exécuter leur code. Voilà, donc c'est les bases, hein. Il y a beaucoup d'autres charges utiles, je vous les mettrai, hein. Je vous mettrai encore toutes les vidéos que j'ai faites auparavant, mais on avait vu du WSH, hein, le Windows Scripting Host, que je vous conseille de désactiver sur votre ordinateur, le HTA, qui est le HTML Application, hein, donc c'est du HTML, mais c'est une application en soi, qui dit application dit boot code, le Visual Basic for Application, qu'on appelle le VBA, on avait vu du PowerShell, PSH, d'accord, et comment livrer ça à l'ordinateur qu'on va pirater, hein, mais je vous avais fait une introduction encore à ces concepts, je vous mettrai les vidéos, d'accord. Pourquoi? Parce qu'un fichier exe, tu as bien compris que même tante Janine qui télécharge un fichier exe, si elle ne connaît pas la nature, elle va se poser des questions. D'accord? Elle va se dire, ouais, c'est quoi ce truc? C'est un peu bizarre. Ensuite, on va parler des modules. C'est la composante de tout quadriciel C2. Ils ajoutent la possibilité de rendre les agents et les serveurs C2 plus flexibles. C'est pour ça qu'on parle de malleable script, malleable C2 profile, c'est-à-dire littéralement malléable, qu'on va pouvoir modifier, bouger, malléable, littéralement. Donc on a l'ASL, c'est l'agressor scripting language, parce qu'on parle d'agresseur script sur Cobalt Strike. L'agresseur, vous l'avez bien compris, c'est le Red Teamer, ou le threat actor, l'ETA, qui utilise une version piratée de Cobalt Strike, ou on a PowerShell Empire qui prend en charge plusieurs langages. Les modules de Metasploit écrits en Ruby, si vous connaissez bien Metasploit, vous savez que tout est en Ruby. PowerShell Empire, j'ai même pas besoin de te donner un nom. À la base, bien sûr, il y a plusieurs langages, mais essentiellement, on est sur du PowerShell et il y a du C#. Et les autres, il y a plein d'autres langages. Donc, encore une fois, vous avez compris que si vous voulez faire de l'offsec, c'est pas un langage de programmation qu'il va falloir maîtriser. C'est minimum 4, 5, et quand vous serez bon, 10, 12, 13 langages de programmation. C'est pour ça que c'est très très dur. Attention, et c'est pour ça que je vous ai dit, vous allez apprendre à réapprendre. L'avantage, c'est qu'une fois que vous avez appris la programmation orientée objet, vous allez pouvoir rebondir. Mais devenez bon déjà dans 1 ou 2 ou 3 langages avant d'en savoir, d'en maîtriser 12, d'accord? Et ça va prendre du temps, d'accord? Mais c'est très compliqué, les meilleurs Red Teamers, c'est du Rust, c'est du Go, c'est du C++, c'est du C#, d'accord? Du PHP, du PowerShell, du Bash, il va falloir bien sûr les notions HTML, PHP, CSS, JavaScript, Java. Avec ça, vous commencez à avoir un bagage solide, d'accord? Mais ça va être très compliqué, C++, et puis après assembleur, pour les plus fous, d'accord? Donc ça va prendre du temps. Encore une fois, là, savoir utiliser un quadriciel, c'est bien, mais si tu sais pas comment il fonctionne, c'est me dire, écoute, moi je suis mécanicien. Non, t'es pas mécanicien. T'es titulaire d'un permis B, tu sais conduire une voiture. Tu sais pas comment ta voiture, ce qu'il y a dedans. Si je te demande de la démonter, si je te demande de m'expliquer toutes les pièces, à quoi elles servent, tu sais pas. Tu vas voir ton garagiste, comme la plupart des gens, d'accord? Tu sais pas c'est quoi une bielle, t'as démonté un peu ton moteur, d'accord? C'est quoi des soupapes, d'accord? Alors si tu t'intéresses à la mécanique, tu vas me dire, oui, mais non, si, je sais ce que c'est. Ouais, mais parce que t'as commencé à creuser. Et vous, c'est pareil. Quand vous allez débuter en cybersécurité, vous allez voir tout beau, tout propre. Vous allez voir vos quadriciels et tout ça. Vous avez l'impression de connaître. Et puis après, plus vous allez avancer en informatique à un haut niveau, plus vous allez vous rendre compte de votre ignorance, en fait. Mais c'est le propre de l'intelligence, je vous rassure. Les gens qui sont jamais rendus compte qu'ils étaient ignorants, c'est généralement des gens qui sont cons. D'accord? Donc si tu as cette capacité introspective de te dire putain, je ne sais pas tout, et d'avoir ce syndrome de l'imposteur, comme on l'appelle, c'est-à-dire que plus tu vas creuser, plus tu vas voir qu'en cybersécurité, tu as l'impression de pas faire le taf, que les autres sont meilleurs que toi, tu te remets en doute, d'accord? Tu te dis putain, mais il y a tellement de choses à apprendre, je pourrais pas tout apprendre. Eh ben écoute, cette remise en question sera nécessaire. Et tout le monde est passé par ces étapes.
D'accord? Il n'y a pas un seul jour où je me dis, putain, il y a encore des trucs que je connais pas. Je donne des cours, est-ce que vraiment je suis la personne qu'il faut? Tu vois, est-ce qu'il n'y a pas des personnes plus compétentes sur YouTube? Moi-même, je me pose ces questions. D'accord? Mais c'est le propre, hein, de la remise en question. Et pour pouvoir avancer dans ce métier, il faut de l'humilité, garder la tête froide. Si tu veux devenir avec la grosse tête et tu crois que t'es le meilleur, en fait, tu l'as pas compris. Comme je t'ai dit, il y a bien meilleur que toi. Toi, t'es juste un gars qui se la pète. Hein, et c'est pas le but. Il faut des gens motivés, passionnés. Et tu fais ça et tu fais grandir la communauté de la cybersécurité. D'accord? Le monde du hacking. D'accord? C'est important. C'est une philosophie, je te le répète tout le temps. Et puis, il faut se donner à fond. D'accord? C'est comme tout dans la vie. Si tu veux percer, il faut te donner à fond. C'est comme dans le sport, comme à un très haut niveau, peu importe ce que tu fais, tu dois te donner à fond. Et ça va prendre des heures. D'accord? Mais plutôt que passer du temps sur Fortnite, eh ben, tu vois, tu pourrais te défoncer des serveurs, tu vois, et apprendre le hacking. Alors, on a des modules de post-exploit, on a des modules pour le pivot. La post-exploit, pas de secret, vous savez que c'est la dernière étape de notre kill chain, de notre cyberattaque. La post-exploitation, concrètement, c'est l'exfiltration des données. On va masquer nos traces, on va effacer nos traces, on va créer de la persistance, des portes dérobées pour pouvoir se reconnecter au système et on va dégager. D'accord? On va faire très simple. Donc, on a des modules de compromission, on a toujours un gain d'accès initial et après, on va pouvoir faire du déplacement latéral, du mouvement latéral, du pivot. D'accord? Mouvement latéral, je suis Toto, je pirate le compte de Janine, je pirate à partir du compte de Janine le compte de Roger. À partir du compte de Roger, je vais pirater le compte de Didier, qui est l'administrateur. D'accord? Je pivote latéralement. Quand j'ai piraté le compte de Didier, qui est administrateur, là, je pivote verticalement, hein, mouvement vertical qu'on appelle une escalade de privilèges. Donc ça peut être sur quoi? Sur une machine avec 4 utilisateurs ou ça peut être sur un réseau, d'accord? Et ils auront chacun leur ordinateur. Il faudra que je compromette tous ces ordinateurs, d'accord? Donc ça peut être complexe. Analyser, vider LSAS, hein, avoir les informations d'identification en mémoire, s'attaquer aux rush, aux hive, hein, sur les serveurs ntdis.dit, le SIME, le système. Hein, je vous avais montré les rush, comment on exfiltre les mots de passe, et ça sera surveillé. Donc il faut apprendre à faire de l'offuscation. Il faut apprendre à faire de l'évasion. D'accord? Ne pas écrire sur les disques durs, tout charger en mémoire, faire des attaques fileless. Bref, c'est des techniques que vous apprendrez après, quand vous vous lancerez dans l'offensive. Donc les modules au niveau du pivot, hein, le pivot grosso modo via ce qu'on appelle un SMB beacon, une balise SMB, ça va me permettre d'accéder au segment de réseau restreint, hein, grâce à mon C2. Grosso modo, si on dispose d'un accès administratif sur le système, on va pouvoir activer cette balise SMB qui est un petit peu particulière et qui va me permettre à une machine d'agir en tant que proxy, en tant que serveur mandataire via le protocole SMB, port 139 ou 445. On va exfil ou donc ce principe en cyberattaque, hein, je vous avais dit dans mes cours sur la cyberguerre, on a l'infiltration, on a l'exfiltration. L'infiltration, c'est l'ingress, d'accord? Et l'exfiltration, c'est l'ingress. E-G-R-E-2-S. Et l'entrée, c'est I-N-G-R-E-2-S. Ce principe, vous l'aurez également en réseau, d'accord? Quand vous allez avoir un bon niveau en réseau, on parle d'ingress et d'ingress. Et je vous ai dit, c'est aussi un terme militaire pour infiltration et exfiltration. Et quand on fait de la cyberguerre, quand tu fais une cyberattaque, tu t'infiltres, gain d'accès initial sur le réseau via une machine et tu t'exfiltres à la fin de ta cyberattaque. D'accord? C'est les mêmes mécaniques. C'est pour ça que je vous ai fait des vidéos sur les C2 de l'armée. Pourquoi? Parce qu'il y a une vraie logique et parce que je t'ai dit qu'à un certain haut niveau, je te parle pas de Toto le hacker qui s'en branle, hein, qui fait à sa sauce. Je te parle dans la NSA, à la CIA, voilà comment fonctionne leur hacker. D'accord? Moi, je te donne des techniques utilisées par l'armée américaine parce que j'ai lu plein de bouquins et je peux te donner les bases, comment eux fonctionnent. Et je t'ai toujours dit, inspire-toi des meilleurs. D'accord? Les meilleurs, c'est le TAO, c'est le Taylor Access Office où travaillait Snowden. D'accord? C'est les meilleurs hackers au monde avec, bien sûr, toute l'unité 8200 du Mossad. Hein? Chaque pays, même nous, on a parmi les meilleurs hackers. Mais je m'autorise pas à parler de la France parce que, voilà, je parle des autres, moi, tout le temps. Je parlerai jamais de la France parce que, voilà, si tu veux connaître ce qu'on fait en France, viens travailler pour notre pays, puis tu apprendras sur le tas. Mais moi, je parle jamais de la France. Je parle tout le temps des autres. Je préfère les autres. Alors, plus sérieusement,
Un pivot SMB, c'est quoi? On va faire très simple. Tu l'as sous les yeux. Les victimes vont rappeler un canal SMB, un pipe name, comme on l'appelle, sur une autre victime dans un segment du réseau non restreint. Certes, la victime, dans le segment de réseau non restreint, c'est elle qui va faire le callback vers le serveur C2 via une balise standard. D'accord? Le serveur de C2 renvoie les commandes à la victime dans le fameux segment de réseau non restreint. Et là, la victime, dans le segment de réseau non restreint, va transmettre grâce à notre SMB beacon, donc c'est une balise non standard, elle va transmettre les instructions C2 au reste des autres qui sont sur le segment restreint. C'est comme ça qu'on peut sauter. Et on va attaquer, avec les VLAN, on va attaquer le trunk, la configuration du trunk qui va nous permettre de péter la segmentation du réseau, et on peut aussi feinter via ces techniques. D'accord? Pivot SMB, c'est les bases. SSH, tunneling, c'est 2 techniques que tu devras parfaitement maîtriser en RAID, en rouge. Un obstacle important pour tous les red teamers, c'est surmonter et placer l'infrastructure. On va faire ce qu'on appelle du domaine fronting, donc domaine, nom de domaine, et fronting, parce qu'on fait du front-end, c'est-à-dire que ton serveur, il est directement, visible de l'extérieur, de l'extranet, de l'internet. Ok? Donc le domaine fronting, ça utilise une technique qui est connue, et on va utiliser les CDN. Je te dis, les CDN, ils passent leur temps à mettre en cache des demandes de connexion HTTP pour économiser de la bande passante, pour avoir de la redondance. Tu connais Cloudflare, tu as déjà vu peut-être ces messages où il te dit, tu essayes de te connecter à un serveur, par exemple Facebook, mon Facebook, il est rarement indisponible, mais un serveur, et il te dit, écoute, je te donne une version en cache de mes serveurs Cloudflare, parce que l'autre que tu essayes de te connecter, il n'est pas le serveur est tombé, ou il est en train de redémarrer. D'accord? Donc ça permet d'avoir du load balancing, ça permet d'avoir une redondance et qu'un site soit tout le temps disponible, même si c'est la version en cache qui est présentée via les CDN. Donc il y a Cloudflare, il y en a plein, Akamai, OVH, bref. Vous connaissez tous. Mais ce que tu sais pas, c'est quand tu utilises Internet, en fait, même si tu vas sur Facebook, sur YouTube, tu vas pas sur le même YouTube que moi. Tu vas pas sur le même YouTube que Toto qui est en Afrique. Tu vas pas sur le même serveur YouTube qu'un Américain. Pourquoi? Parce que tu te connectes pas directement, généralement, à YouTube. Toi, t'as l'impression. C'est transparent pour toi. D'accord? Mais en fait, derrière, tu as un distributeur de contenu, et si tu es plus proche des serveurs hollandais, tu seras proche de la Hollande, peut-être de l'Italie, peut-être de l'Afrique, peu importe. Tu l'as bien compris, en fonction de ta géolocalisation. Donc nous, on va pouvoir utiliser les services de Cloudflare. Ça va nous fournir, Cloudflare, des métriques améliorées, et ça va nous donner plein de détails au niveau des connexions HTTP, et on va pouvoir mettre en cache. Alors, pourquoi on fait ça? Parce que les menaces persistantes avancées et les red teamers, ils en abusent pour faire croire qu'un poste de travail ou un serveur communique avec une adresse IP qui est connue et qui est fiable. Si tu te connectes à YouTube, à Google, tu vas faire confiance. Sauf que tu sais pas que c'est pas YouTube. Toi, tu as l'impression de communiquer avec YouTube. Mais en fait, tu es en train de communiquer avec mon serveur de command and control. Donc, les résultats de géolocalisation vont s'afficher, et on va avoir un serveur Cloudflare le plus proche, et l'adresse IP apparaîtra comme la propriété de Cloudflare. Et c'est là que ça devient très, très vicieux. Qu'est-ce qui se passe? On a une balise HTTP cette fois-ci à partir d'un périphérique compromis. Alors, comment ça marche? On va duper les gens. On va totalement duper les gens. L'opérateur, c'est nous, l'opérateur. C'est pour ça que dans Matrix, le gars qui est derrière son écran, vous vous rappelez? Qu'est-ce qu'a fait Trinity à chaque fois qu'elle veut sortir de la matrice? Elle appelle l'opérateur. Ok? Mais le jargon, c'est ça. Opérateur, on parle d'opérateur dans les forces spéciales, et on parle également opérateur. Vous serez des opérateurs C2, des opérateurs rouges, d'accord, dans l'armée, dans le renseignement. À un très haut niveau en red teaming, on parle d'opérateur, comme on parle d'opérateur à un très haut niveau dans l'armée. Donc l'opérateur C2 dispose d'un domaine qui transmet par proxy toutes les requêtes via Cloudflare. La victime se dirige vers le domaine C2. Cloudflare transmet la demande par proxy. On va examiner l'entête, host, et il va relayer le trafic au serveur approprié. Le serveur C2 répond ensuite à Cloudflare avec les commandes C2 qui sont envoyées, et la victime reçoit alors la commande de Cloudflare. Et là, ça devient très,
très vicieux. Pourquoi? Parce qu'on a aussi ce qu'on appelle les fameux malleable profiles, malleable HTTP C2 profile, Apache mode proxy, mode rewrite, Nginx, reverse proxy. Vous avez sûrement vu tout ça. Si vous connaissez un petit peu le monde du proxy squid, bref, on a plein de façons de faire des proxys. Un proxy, c'est quoi? C'est un serveur mandataire. Un serveur mandataire, c'est quoi? C'est ton VPN. Techniquement. Ton VPN, alors il y a une couche de quoi? D'encapsulation, puisqu'on utilise un protocole VPN, certes, mais au niveau de l'architecture, c'est un serveur mandataire. D'accord? Tous les proxys ne chiffrent pas les données. D'accord? Par contre, un VPN chiffre à chaque fois les données, peu importe. Mais un VPN, c'est aussi un serveur mandataire. Quand tu te connectes à un site, on voit pas ton adresse IP. Pourquoi? Parce qu'il y a un serveur qui s'intercale avec sa propre adresse IP qui va te renvoyer les informations. Quand tu vas sur Tor, tu passes par des proxys, tu passes par des routeurs en oignon, mais qui font office de serveurs mandataires, de proxy, au niveau de l'architecture réseau. Ça, il faut bien le comprendre. D'accord? Donc, toutes les fonctionnalités du proxy permettent plus ou moins à un utilisateur de contrôler les éléments spécifiques de la requête entrante. Et c'est là que ça va devenir sournois, sneaky, comme on dit. Alors, imaginons qu'on a une demande de connexion entrante avec un en-tête. On a ce qu'on appelle les X-frames au niveau des headers du protocole HTTP que tu dois démonter en long, en large, en travers si tu veux apprendre le hacking. Et les X-frames, littéralement, on a introduit ça en fait pour empêcher le clickjacking. Clickjacking, littéralement, les X-frame options qu'on appelle XFO, XFO en bon français, d'accord? C'est en gros autoriser ou non certaines pages à se charger. Vous savez qu'on parle de frame. Une page, elle est rendue, on a des frames, des iframes et des objects, littéralement, d'accord, qui sont empaquetés, qui sont embedded, qui sont embarqués. Et après, on a aussi du contenu de parties tiers qui sont exposés dans un site web, d'accord? Toi, en tant que visiteur, c'est transparent, mais en fait, quand tu connais ce qui se passe sous le capot, un site web, c'est plein de strates, c'est des briques qu'on va venir assembler. Il nous faut du référencement via SEO. On va gérer notre robot.txt, d'accord? On a aussi tous les boutons des réseaux sociaux. Facebook veut croquer une part du gâteau, Google veut croquer une part du gâteau. J'aurai des lecteurs vidéo, j'aurai peut-être des lecteurs audio, j'aurai de la pub, des parties tierces, d'accord? J'aurai des techniques d'implémentation, d'authentification via du OAuth, zéro auth, voilà, le principe de token, bref, du SSO. Il y a plein de trucs qui seront mis en place. Donc, encore une fois, faut comprendre que les X-Frame, voilà, je vous mettrai des articles. Mais on a le principe de Same Origin Directive, Deny, on a du Hello from Yuri, X-Frame Header, Apache, Nginx, I2S, ils ont chacun leur configuration. Mais pourquoi on fait ça? Pour empêcher certains types d'attaques. On va faire simple. Grosso modo, c'est au niveau du header d'un domaine. Si on requête une ressource, par exemple, je vais t'appeler google.com.ua, d'accord? Si jamais dans le header, il y a un endroit qu'on appelle le same origin, d'accord? Eh ben, on va ne pas autoriser quoi? Le chargement d'une ressource en dehors du domaine. C'est-à-dire que tu es en train de spoofer. C'est pas du google.com, c'est du google.com.ua. Eh ben, peut-être le UA, d'accord? Imaginons que ça soit, là, je te rassure, c'est légitime, c'est du Google, mais imagine que le UA appartienne quoi? À un pirate, d'accord? Eh ben, il pourra pas spoofer et se faire passer pour Google, d'accord? Le same origin va empêcher le chargement, et notamment le chargement de virus, de charge utile dans ton navigateur grâce au X-Frame, d'accord? Et les X-Frame, on s'en sert également pour les proxys, d'accord? Dès qu'on va passer par des serveurs mandataires, du CDN et tout ça, on va jouer également sur certains types de X-Frame. Je vais pas développer, c'est très compliqué et il faut passer beaucoup de temps, mais c'est un protocole que vous devez totalement maîtriser, d'accord? Ça, il faut bien le comprendre. Donc, revenons à ce qui nous intéresse. Pourquoi on fait tout ça? Parce qu'on va pouvoir feinter. On va feinter et en fonction de qui demande, je vais lui donner ce qu'il veut.
littéralement, un appareil compromis, on va avoir notre analyste SOC qui va contacter notre serveur C2 et l'appareil compromis, bah, il va avoir une balise C2, d'accord. Et t'inquiète, on va le rerouter vers notre serveur pirate et l'analyste, qu'est-ce qu'il fait? Il va essayer de nous détecter et lui, il va être redirigé vers un site web de Cloudflare. Il ira sur le vrai Google. D'accord. Tandis que Janine, elle ira sur mon Google et elle se fera pirater. On va faire très simple. La victime se connecte au serveur C2 via l'entête personnalisée dans la requête HTTP, tandis que l'analyse SOC a une requête HTTP normale. Les demandes, elles sont transmises par proxy via Cloudflare. Le serveur C2 reçoit la demande et recherche l'entête personnalisée, puis évalue comment répondre, tout simplement en fonction du profil C2. D'accord? Le serveur C2 répond au client et répond à l'appareil compromis et à l'analyste. D'accord? L'analyste est rerouté vers Google, il comprend pas, tout va bien, il n'y a aucun risque, et notre PC compromis, lui, il est redirigé vers notre infra de C2 et il va se faire poutrer. Alors, étant donné que bah oui, les requêtes HTTPS sont chiffrées, l'extraction d'entêtes spécifiques comme les X-C2-serveur ou host peuvent être impossibles. En utilisant des profils C2, on va être en mesure de cacher notre serveur C2 au regard indiscret d'un analyste de sécurité. Donc, je vous redirigerai vers un blog qui vous parle des profils C2 malléables pour Cobalt Strike. Je vous ferai une petite démo de Cobalt Strike et voilà. Nous, on va travailler essentiellement sur Armitage et sur Metasploit. Pourquoi? Parce qu'ils sont préinstallés sur Kali Linux, sur PowerOS, sur n'importe quelle distribution, vous pouvez l'installer, d'accord? Et c'est gratuit, d'accord? Brutratel que je vais vous montrer n'est pas gratuit, ok? Cobalt Strike que je vais vous montrer n'est pas gratuit. Ils ne sont pas installés sur votre Kali. Et ça coûte très cher. Donc, une autre technique, c'est aussi les redirectors, littéralement les redirecteurs, et on va essayer d'acquérir dans les prochaines vidéos une expérience pratique de la configuration de Metasploit et de notre serveur Apache 2. Tout est gratuit, on va apprendre à se monter une petite infra et voir comment on peut configurer nos redirecteurs pour faire le taf. Donc, ce qu'il fallait retenir, ah oui, je voulais juste vous parler de ça aussi. Le HTTPS, on a des techniques maintenant via du Cisco, pas que. Littéralement, en fait, on peut faire des attaques de downgrade sur le SSL, c'est ce qu'on appelle des attaques SSL strip, d'accord? Et ça va faire des attaques de downgrade, c'est-à-dire qu'on va forcer les machines à communiquer en HTTP avant que ça parte en HTTPS, d'accord? C'est une des dernières techniques utilisées par les fabricants de réseaux, notamment américains, pour essayer de capturer le réseau des APT. D'accord? Donc faites attention, en effet le HTTPS on peut pas le lire, mais il y a des techniques de désanonymisation et c'est en train d'arriver. D'accord? Donc si vous êtes red teamer, je vous le dis, faites attention. Ça va être très dur maintenant, il y a de nouvelles techniques qui arrivent sur le marché et notre boulot, nous, c'est de nous tenir au courant des dernières nouveautés. Donc je vous préviens, faites vos recherches. Voilà, et le nom du composant qui réside sur l'ordinateur victime, qui rappelle le C2, il faut retenir c'est un agent. L'option de balisage qui va introduire une valeur de délai aléatoire sur la minuterie de mise en veille, c'est notre jittering. Le dropper, tu le sais, c'est la première partie d'une charge stage, il n'y en a pas dans un stageless. Et quel est le nom de la méthode de communication qui permet l'accès à un segment de réseau restreint qui va communiquer via le TCP 139 et 445, NetBIOS et SMB, c'est le SMB Beacon, puisqu'on peut faire passer aussi NetBIOS c'est du 139 en TCP, mais on peut faire passer aussi du SMB en 139 TCP, pas que en 445, d'accord? Donc voilà, on verra quelques quadriciels. Je vais vous parler un petit peu de Cobalt Strike, de Silver, de Covenant, d'Armitage, de Metasploit. Je vous redirigerai vers la C2 Matrix où vous avez tous les quadriciels C2. On en verra, je vous montrerai un autre aussi dernièrement que j'utilise, qui est FUD, qui permet de contourner beaucoup de systèmes, qui est pas mal. Et voilà, on verra Brutratel, tout ça. Voilà, moi je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.